Croyez-vous à la version biblique du déluge, au châtiment divin, à l'arche, à la fin du monde? Le docteur Marcel Dubois était un historien désabusé, convaincu que l'humanité était condamnée à répéter le cycle d'effondrement. Mais l'extraterrestre qui l'a secouru l'a conduit vers des archives secrètes de la plus ancienne civilisation, les Sumériens. L'extraterrestre a révélé que le déluge n'est pas un événement de foi, mais plutôt une étude de cas. Vous êtes sur le point de découvrir la vérité que la science ignore et que la religion a déformée. La révélation prouve que ce qui a détruit cette civilisation est pleinement opérationnel dans notre société aujourd'hui. La question est la suivante. Si le déluge n'était que la conséquence et non la punition, quelle erreur l'humanité a-t-elle commise pour déclencher sa propre fin? Si vous voulez découvrir la véritable cause de l'effondrement des civilisations anciennes et la clé pour briser le cycle à notre époque, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche de notification. Et si vous cherchez à vraiment comprendre votre essence, accéder à la source divine, vous éveiller et trouver votre véritable potentiel, consultez notre livre électronique dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo pour comprendre la réponse à cette question. Quelle erreur l'humanité a-t-elle commise pour déclencher sa propre disparition? Vous devez d'abord comprendre l'homme qui l'a découverte. Marcel Dubois, 52 ans, un historien qui avait consacré toute sa vie d'adulte à étudier la mort des civilisations, avait cette nuit-là une conviction amère en conduisant son vieux 4x4 dans les montagnes du Massif central. L'humanité n'apprend pas. Les schémas se répètent éternellement et nous méritons le prochain effondrement qui arrive inévitablement. Et ce n'était pas un pessimisme infondé, mais une conclusion basée sur 25 ans de recherches méticuleuses comparant Rome, les Mayas, l'Égypte, Babylone, la Grèce, identifiant les schémas qui précédèrent les chutes, l'inégalité extrême menant à la corruption systémique, menant à l'apathie de masse, menant à l'effondrement total, un cycle se répétant à travers les millénaires avec une précision effrayante. Et Marcel avait publié un livre il y a 3 ans avertissant que la société contemporaine présentait tous les signes d'une civilisation terminale. Les parallèles étaient indéniables. La communauté académique l'avait ridiculisé, le traitant d'alarmiste, de sensationnaliste, d'historiens cherchant l'attention par des théories apocalyptiques, et les médias l'avaient ignoré, parce que les avertissements ne généraient pas de clics. Le divertissement, oui, le défilement macabre, oui, mais l'analyse sérieuse de l'effondrement civilisationnel imminent, trop inintéressante. Et Marcel, après 2 ans de tentatives d'être entendu et d'être systématiquement rejeté, s'était retiré dans une cabane isolée dans les montagnes d'Auvergne, amer, désabusé, perdant progressivement espoir. Ce mardi soir, 23 heures étaient passées. Une légère neige tombait. Marcel revenait de Lyon après une dernière tentative de conférence dans une université locale. 10 personnes y ont assisté, 3 se sont visiblement endormies pendant la présentation. 0 question à la fin, et Marcel conduisait en pilote automatique, ses pensées tourbillonnant en cercles et en ténèbres. Pourquoi est-ce que j'essaie même? Personne ne veut écouter. Il préfère l'ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard, comme toutes les civilisations avant eux l'ont fait. Et puis la radio du 4x4 s'est éteinte toute seule. Pas progressivement, mais instantanément un silence abrupt, et Marcel a froncé les sourcils, tendant la main vers le bouton. Mais avant qu'il ne puisse le toucher, les lumières du tableau de bord clignotaient de manière erratique, le compteur kilométrique se réinitialisant et se réinitialisant, les jauges de carburant dansant sans signification et les freins. Marcel les a pressés pour les tester, et ils ont répondu, mais pas complètement, comme si une interférence électromagnétique affectait les systèmes électriques. Un virage serré devant. Les phares ont illuminé un objet qui n'aurait pas dû être là. Quelque chose de métallique gisant en travers de la route. Petit, mais définitivement pas naturel.
fumant légèrement sous la neige qui tombait, et Marcel a freiné instinctivement, le 4x4 dérapant légèrement mais s'arrêtant 10 mètres avant l'objet. Le cœur battant, première réaction, crash d'un petit avion ici. Il est sorti du véhicule. L'air glacial lui coupant le visage s'est approché prudemment, et à mesure que la distance diminuait, sa forme devenait claire. Ce n'était pas un avion. Il était partiellement sphérique, d'environ 4 mètres de diamètre avec une surface métallique, mais pas un métal terrestre. Une texture qui semblait absorber la lumière plutôt que de la réfléchir. Et une petite porte latérale était ouverte. De la vapeur ou de la fumée s'échappant. Marcel, des décennies de recherche académique contre l'instinct de survie basique se battant intérieurement, mais la curiosité a gagné. Si c'est ce que je pense que c'est, cela change tout ce que je sais sur la réalité. Il s'est approché de l'ouverture, a regardé à l'intérieur et a vu un être humanoïde gisant sur le sol du vaisseau. Approximativement 1,80 m avec une structure corporelle élancée mais pas frêle. Peau gris bleuâtre reflétant une faible lumière des panneaux internes clignotants et une grande blessure à son abdomen gauche. Un liquide argenté, pas rouge, s'écoulant et tachant le sol métallique. L'être était conscient, ses yeux ouverts, immenses, sans pupille définie, mais clairement concentré, tournant sa tête avec effort pour regarder Marcel. Et puis, c'est arrivé sans avertissement. Une voix dans l'esprit de Marcel, pas audible, mais télépathique, claire comme si quelqu'un parlait à côté de lui. Marcel Dubois, historien qui a étudié la mort des civilisations pendant 25 ans, a publié un livre avertissant d'un effondrement imminent que personne n'a lu. Pouvez-vous sauver ce corps ? Marcel s'est figé, non pas par peur, mais à cause de l'impossibilité traitée en temps réel de connaître son nom, sa profession, son histoire, et demandant télépathiquement de l'aide. Une partie de Marcel, la partie qui avait étudié les civilisations anciennes, où les rencontres avec les dieux étaient enregistrées, reconnaissait le schéma. Mais la partie présente, la partie qui vivait au XXIe siècle, luttait pour l'accepter. Mais la blessure était réelle. Le liquide argenté était du sang ou quelque chose de similaire, et l'être mourait visiblement, sa couleur de peau s'estompant, et Marcel, son instinct humanitaire de base surmontant le choc, a décidé « Oui, je vais essayer ». Il est entré dans le vaisseau, se baissant, l'espace exigu, a saisi le bras de l'extraterrestre étonnamment léger et l'a soigneusement tiré, le transportant jusqu'au 4x4, l'allongeant sur le siège arrière. Il a conduit 15 minutes, en descendant de la montagne jusqu'à sa cabane, la neige s'accumulant, un extraterrestre sur le siège arrière respirant faiblement mais régulièrement, et Marcel regardait dans le rétroviseur à plusieurs reprises, confirmant que c'était réel, pas une hallucination induite par l'épuisement et la désillusion. En arrivant à la cabane, il a transporté l'extraterrestre à l'intérieur, l'a allongé sur un canapé près de la cheminée mourante, a ravivé le feu, et l'extraterrestre, avec un mouvement faible, a fait un geste vers un petit sac à dos attaché à sa taille. Marcel l'a ramassé, l'a ouvert, et à l'intérieur se trouvait un appareil, un cylindre argenté d'environ 20 cm de long, avec une surface lisse, mais une ligne lumineuse bleue pulsante. L'extraterrestre télépathiquement à nouveau a dit « Activé en touchant, positionné sur la blessure ». Marcel a fait comme demandé. Touché le cylindre. La lumière bleue s'est étendue d'une ligne à un champ enveloppant, l'a positionné sur la blessure de l'extraterrestre, et l'appareil a fonctionné de manière autonome. Lumière pénétrant la blessure, scellant le tissu en 30 secondes. Pas de cicatrisation, mais régénération accélérée, comme si le corps accélérait le temps localement. Et lorsque le processus fut terminé, l'extraterrestre respira profondément, la couleur revenant à sa peau, la force clairement restaurée. Des minutes de silence, Marcel s'assit sur une chaise devant le canapé. L'extraterrestre gisait en récupération, la cheminée crépitant, le seul son à part le vent de la tempête de neige à l'extérieur. Et Marcel traitait l'impossibilité. Les civilisations anciennes
ont enregistré des rencontres comme celle-ci. Des dieux descendants, enseignants, guérissant, mais ils les avaient toujours interprétés comme de la mythologie, des métaphores, pas littérales. Et maintenant, finalement, Marcel a demandé télépathiquement sans savoir comment il savait comment le faire. Pourquoi êtes-vous ici sur Terre, sur cette montagne spécifiquement? Et l'extraterrestre, s'asseyant lentement sur le canapé, a répondu télépathiquement avec une clarté cristalline. Je suis venu pour observer. Ma race surveille le développement des civilisations émergentes. La Terre est à un moment critique. Les schémas que j'étudie indiquent un effondrement imminent dans les décennies. Je suis venu pour documenter cela, mais le vaisseau a eu une défaillance technique, un accident. Et vous m'avez sauvé. Marcel a absorbé cela. Vous avez dit que vous étudiez la mort des civilisations. Comment le savez-vous? Et l'extraterrestre a répondu: nous accédons aux archives numériques terrestres, à la recherche académique, aux publications. Je sais que vous étudiez les effondrements depuis 25 ans. Je sais que vous avez identifié des schémas répétitifs. Je sais que vous avez averti la société et avez été ignoré. Je sais que vous avez perdu espoir. Marcel se sentait complètement exposé, sa vie résumée en phrases télépathiques parce qu'il venait d'un autre monde. Et l'extraterrestre a continué. Et je peux vous montrer quelque chose qui changera votre compréhension de pourquoi les civilisations s'effondrent. Vous étudiez les effets, les symptômes, mais pas la cause racine, pas le véritable événement enregistré sur les tablettes sumériennes que vous connaissez, une histoire qui a inspiré le récit biblique du déluge. La version que vous enseignez est incomplète, déformée. Ce qui s'est réellement passé il y a 12 800 ans sur Terre explique le schéma que vous observez se répéter maintenant. Marcel, scepticisme académique contre curiosité désespérée pour des réponses se battant. Vous parlez de l'épopée de Gilgamesh, les archives babyloniennes sur le déluge, et l'extraterrestre a hoché la tête énergiquement. Oui, mais même les Sumériens qui l'ont enregistré n'ont pas pleinement compris ce qu'ils ont documenté. Ils ont décrit l'événement, pas la cause. Je peux vous montrer à travers des archives que ma race conserve. Observation directe de ce qui s'est passé. Pas des récits de seconde main, mais un témoignage préservé. Marcel, son cœur battant la chamade. Une vie passée à étudier des textes anciens, à spéculer sur leur signification, et maintenant un extraterrestre d'une autre civilisation offrant de lui montrer la vérité non filtrée. Et pourquoi me montreriez-vous cela? Et l'extraterrestre a répondu avec « Attendez, parce que vous étudiez les schémas sans comprendre le mécanisme. Et l'humanité se répète parce qu'elle ne comprend pas la véritable cause des effondrements. Ce n'est pas un destin inévitable, c'est le résultat de choix. Et peut-être, juste peut-être, si suffisamment de personnes comprennent, le prochain effondrement peut être évité. Je n'ai aucune garantie. Mais vous, Marcel, si vous recevez des informations complètes, pouvez enseigner différemment. » Marcel est resté silencieux. Des années de désillusion contre la possibilité de finalement comprendre et a demandé « Montrez-moi comment ». Et l'extraterrestre a touché son propre front. Télépathique, je partage des enregistrements visuels directement. Vous verrez comme si vous étiez présent. La civilisation qui existait avant le déluge, les avertissements qui ont été ignorés, les choix qui ont conduit à l'effondrement, et les parallèles avec le présent. Prêt? Marcel, prenant une profonde inspiration, a décidé « Je suis prêt. Montrez-moi la vérité. » L'extraterrestre a tendu une main grise vers le front de Marcel, sans le toucher physiquement, mais se positionnant à quelques centimètres, et Marcel a senti une douce chaleur rayonnant de lui, pas inconfortable, mais présente. Et puis la cabane autour de lui s'est dissoute, pas physiquement mais perceptuellement, sa conscience transportée vers un autre endroit, un autre temps. Et il était dans une immense salle, de hauts plafonds soutenus par des colonnes de pierre, des murs couverts de reliefs complexes et d'étagères, des étagères sans fin de bois sombre portant des milliers de tablettes d'argile, certaines aussi petites que la paume d'une main, d'autres aussi grandes qu'un torse humain empilé soigneusement.
Et Marcel l'a instantanément reconnu, non pas pour y avoir été, mais grâce à des décennies d'études de description. Bibliothèque de Ninive, 650 avant Jésus-Christ, capitale assyrienne, et la voix télépathique de l'extraterrestre a narré alors que la vision se déplaçait à travers la bibliothèque. La plus grande collection de connaissances du monde antique, préservée jusqu'à la destruction de la ville en 612 avant Jésus-Christ, mais beaucoup a survécu, enterré, redécouvert des siècles plus tard par les archéologues de votre époque. Et parmi des milliers de tablettes, une particulièrement importante. La vision s'est concentrée sur une tablette spécifique. Argile brun foncé couverte de cunéiforme. Épopée de Gilgamesh. Tablette 11. Histoire du déluge babylonien. Utnapishtim survivant au déluge mondial en construisant une arche, animaux sauvés, l'humanité redémarrant. Marcel, même immergé dans la vision, l'a traité académiquement. Je connais le texte daté d'environ 2100 avant Jésus-Christ à l'origine, bien avant que la Genèse biblique ne soit écrite et l'extraterrestre a confirmé. Correct. Les Hébreux n'ont pas inventé l'histoire du déluge. Ils l'ont copié des Babyloniens pendant l'exil babylonien en 586 avant Jésus-Christ. Ils ont adapté les noms et les détails, mais la structure est identique. Noé est la version hébraïque de l'Utnapishtim babylonien. La perspective a changé. Remontant dans le temps, Marcel a vu des scribes babyloniens copiant des textes encore plus anciens, et l'extraterrestre a continué. Mais les Babyloniens n'étaient pas originaux non plus. Ils ont copié des Sumériens, une civilisation antérieure d'environ 2000 avant Jésus-Christ. L'histoire de Ziusudra, le roi prêtre qui a construit un grand bateau et a survécu à un déluge qui a détruit le monde connu. Et Marcel, sa fascination grandissant, a demandé « Donc les Sumériens étaient la source originale ?» Et l'extraterrestre a répondu avec « Attendez ». Les Sumériens étaient les premiers à enregistrer les choses par écrit, mais même eux n'ont pas pleinement compris ce qu'ils ont documenté. Ils ont enregistré des événements que leurs ancêtres avaient transmis oralement pendant des générations. Un déluge catastrophique qui a détruit une civilisation précédente, mais ils l'ont interprété comme une punition divine. Des dieux en colère détruisant l'humanité corrompue. Ils ne comprenaient pas la vraie nature de ce qui s'est passé. La vision s'est dissoute. La bibliothèque a radicalement changé et Marcel s'est retrouvé suspendu au-dessus d'un paysage qu'il n'a pas initialement reconnu. Terre fertile, rivières sinueuses, villes dispersées le long des vallées, bâtiments de pierre et de briques de boue, champs cultivés de manière extensive. Mais quelque chose n'allait pas, ou plutôt était différent. « Ouest !» Et l'extraterrestre a répondu « Mésopotamie, vallée fertile de la Méditerranée, côtes qui sont maintenant submergées il y a 12 800 années terrestres, une civilisation qui existait avant ce que vous appelez l'histoire enregistrée, avant les Sumériens, avant les Égyptiens, avant tout ce que votre archéologie a officiellement documenté. » Marcel a ressenti un frisson même dans son état télépathique. Une civilisation avancée, il y a 13 000 ans, qui contredit la chronologie acceptée. On enseigne que les humains étaient des chasseurs-cueilleurs à cette époque, et l'extraterrestre a transmis la patience. On l'enseigne mal, ou plutôt incomplètement. La civilisation n'était pas technologique comme la civilisation moderne. Ils n'avaient pas d'électricité ni de machines, mais ils étaient développés avec une agriculture sophistiquée, des villes de milliers d'habitants, un commerce étendu entre les régions, des hiérarchies sociales complexes, une écriture primitive qui n'a pas survécu au déluge, et des connaissances astronomiques avancées. La vision est descendue, s'approchant d'une ville spécifique, et Marcel a vu du mouvement. Des gens portant des tuniques simples, la peau allant du clair au foncé, des marchés avec des produits divers, des bâtiments de 2 ou 3 étages, des rues organisées, pas chaotiques, et une grande population. Combien de personnes? Et l'extraterrestre a calculé globalement environ 50 millions concentrés dans des zones fertiles,
pas uniformément distribués comme aujourd'hui, mais dans des poches de civilisation reliées par des routes commerciales. Marcel a observé de plus près, commençant à remarquer des détails troublants, pas dans la structure physique de la ville, mais dans sa dynamique sociale. Il a vu des hommes richement vêtus sur la place centrale, ornés de bijoux et de tissus fins, entourés de gardes armés, tandis qu'autour d'eux, à la périphérie, des foules en vêtements simples, beaucoup trop maigres, des enfants avec des ventres gonflés de malnutrition. Et l'extraterrestre a narré sinistrement. Une société extrêmement stratifiée, une petite élite, environ 5% de la population, contrôlait 90% des ressources, terre, eau, nourriture, connaissances, et concentrait le pouvoir politique. La vue s'est déplacée vers une autre scène. Un champ de bataille, deux armées s'affrontant violemment, lances, épées primitives, sang, mort, et l'extraterrestre a continué. Guerre constante entre cités-États, pas pour des idéologies comme les modernes, mais pour des ressources, terres fertiles, accès à l'eau, routes commerciales, violence normalisée et esclavage. Les prisonniers de guerre devenaient propriétés, travaillant les champs de l'élite, construisant des palais, un système accepté comme naturel. Marcel regardait un homme être acheté sur un marché, le vendeur criant des prix, l'acheteur inspectant les dents et les muscles de l'esclave comme s'il était du bétail. Et il se sentait nauséeux, même en sachant qu'il voyait un passé lointain. Pas le présent, mais un extraterrestre a transmis. Ne jugez pas si vite. Votre propre civilisation avait l'esclavage jusqu'à il y a 200 ans dans certaines régions, 1500 ans dans la plupart, et les formes modernes d'exploitation du travail ne sont pas si différentes. Salaire de subsistance, impossibilité de mobilité sociale. Seul le nom a changé, la vision s'est à nouveau déplacée. Un intérieur de palais élaboré, un dirigeant entouré de richesses absurdes, or, pierres précieuses et nourriture abondante. Alors qu'à l'extérieur des murs, la population mourait de faim, l'extraterrestre a narré cupidité institutionnalisée. Accumulation sans but au-delà du statut, les dirigeants se disputant qui avait le plus, pas par nécessité, mais par ego, et corruption à tous les niveaux, des fonctionnaires détournant des ressources, la justice vendue aux plus offrants, un système brisé mais fonctionnel, maintenu par l'élite. Marcel, un historien qui avait étudié les effondrements, a reconnu les schémas. C'est identique à Rome avant la chute, les Mayas dans leur période terminale, inégalité extrême, corruption systémique, et l'extraterrestre a confirmé exactement un schéma universel de civilisation à leur stade terminal. Et un élément critique de plus, la vision montrait des gens ordinaires sur un marché discutant avec désinvolture, riant, faisant des achats, vivant des vies apparemment normales. Alors qu'en arrière-plan, des enfants mendiaient, ignorés, et l'extraterrestre a dit « apathie morale ». La plupart savaient que le système était injuste, mais n'agissaient pas. Commode d'ignorer. Survie individuelle priorisée. Ce n'est pas mon problème. Je dois m'occuper de ma famille. Que puis-je faire seul? Marcel a vu dans les visages de ces gens une expression qu'il reconnaissait de sa propre époque. Résignation, acceptation de l'injustice comme inévitable, normalisation de la souffrance des autres et un poids véhiculé par l'aliénation et la déconnexion du but collectif, concentration totale sur le plaisir immédiat, l'accumulation personnelle, le pouvoir individuel, perte de valeurs coopératives qui ont initialement construit la civilisation. Oubliant que la société ne fonctionne que lorsque la majorité contribue au bien commun, pas seulement extrait pour son propre bénéfice. La vision s'est arrêtée, se figeant sur une scène d'une ville animée mais fondamentalement malade, une structure physique impressionnante, mais un organisme social pourrissant intérieurement. Et l'extraterrestre a dit « Cette civilisation n'était pas intrinsèquement mauvaise. Les gens n'étaient pas des monstres, c'étaient des humains comme vous, comme tous les autres. Mais la société a perdu son équilibre comme un corps qui cesse de prendre soin de ses organes vitaux. Finalement, il s'effondre, pas d'une malédiction mais de négligence.
Marcel a absorbé cela et a demandé ce qu'il craignait. Et le déluge, comment cela se connecte-t-il? Et l'extraterrestre a répondu, nous n'y sommes pas encore arrivés. Tout d'abord, vous devez voir les avertissements qui ont été donnés des décennies avant que l'eau ne vienne. Des signes clairs que quelque chose de catastrophique approchait et comment la société a répondu à ces avertissements parce que leur réponse a déterminé leur destin. Et la réponse de votre société actuelle déterminera votre destin. Prêt à voir? Marcel, sachant qu'il était sur le point de comprendre quelque chose de fondamental que le monde académique n'avait jamais enseigné, a hoché la tête télépathiquement. « Montrez-moi !» La vision a avancé dans le temps. L'extraterrestre a narré. 50 ans avant le déluge, les signes ont commencé. Pas soudain, mais progressif, cumulatif. Un schéma que quiconque observant aurait reconnu comme alarmant. Et Marcel a vu le ciel au-dessus de la civilisation changeant. Pas dramatiquement, mais perceptiblement. Première scène, vaste champ cultivé, agriculteurs âgés regardant le ciel avec confusion, conversant entre eux, et un extraterrestre traduisant télépathiquement. Les pluies sont fausses. Il pleuvait régulièrement à cette période de l'année. Maintenant 3 semaines de sécheresse, puis une tempête violente qui détruit les récoltes. Les schémas que mes grands-parents connaissaient ne fonctionnent plus. Quelque chose a changé. La scène s'est déplacée vers un conseil d'anciens dans la ville. Un homme de 70 ans parlant avec inquiétude. Les rivières reculent chaque année. Les puits se tarissent plus tôt. Nous devons rationner l'eau, construire de plus grands réservoirs. Mais le dirigeant de la ville, un homme plus jeune, richement vêtu, a rejeté l'idée. Les vieux se plaignent toujours du temps. Ça a toujours été comme ça. Cycle naturel. Concentrez-vous sur l'augmentation des impôts pour la nouvelle aile du palais. L'extraterrestre a commenté « Premier schéma, signe réel interprété comme la paranoïa des vieux. Commodité de les ignorer car les reconnaître nécessiterait des changements difficiles. Investissement dans les infrastructures publiques, pas dans le luxe de l'élite. Ils ont choisi le luxe. Alors que la vision de Marcel progressait sur des années, il a vu le paysage changer visiblement. Les forêts qui couvraient autrefois les collines étaient maintenant dévastées. Des souches où se dressaient autrefois des arbres géants, des pentes nues, et pendant la saison des pluies, l'eau se précipitant sans végétation pour l'absorber, causant des glissements de terrain, des rivières débordant violemment, des villages inondés. L'extraterrestre a expliqué déforestation massive pour la construction, pour le bois de chauffage, pour étendre l'agriculture sans reconstitution, écosystème s'effondrant, mais économiquement rentable. Donc cela a continué. L'érosion résultante a transformé les rivières, l'envasement et a aggravé les inondations. Mais le lien entre la déforestation et les inondations n'a pas été consciemment fait par la plupart. Marcel a vu dans une vision une personne spécifique, un homme d'âge moyen avec une longue barbe, simplement vêtu, marchant sur une place publique, criant à la foule « Écoutez, le système est brisé. Nous exploitons la terre avec négligence. Nous concentrons la richesse tandis que les pauvres meurent. Les dieux nous enverront des conséquences si nous ne changeons pas. » Et l'extraterrestre l'a identifié, Ziusudra, un nom sumérien qui deviendrait plus tard Utnapishtim en babylonien, Noé en hébreu, n'était pas le seul prophète, mais il était le plus persistant. Marcel a observé la réaction de la foule. Certains se sont arrêtés pour écouter. La plupart sont passés en l'ignorant et un marchand s'est moqué bruyamment. La même vieille histoire. La fin est proche. Repentez-vous. Les prophètes disent cela depuis des générations. Rien ne se passe. La vie continue. Des rires de soutien ont résonné autour et Ziusudra a continué à essayer, mais la foule s'est dispersée. L'extraterrestre a narré avec poids. Deuxième schéma. Les avertissements sont donnés à plusieurs reprises, mais rejetés comme de l'alarmisme. Les prédicateurs apocalyptiques de la fin du monde ont toujours existé. Ils ont toujours eu tort auparavant. Alors pourquoi cette fois serait-elle différente? Logique défectueuse, mais confortable. La vue s'est déplacée vers l'intérieur d'un temple. Prêtres réunis.
Un jeune homme présentant des observations astronomiques. Les schémas des étoiles changent. Quelque chose de grand vient du ciel nocturne. Je ne peux pas le calculer exactement, mais la trajectoire suggère un impact possible dans les décennies. Et le vieux prêtre en chef a rejeté. Spéculation. Les étoiles ont toujours bougé. Les dieux contrôlent le ciel. S'ils voulaient nous avertir, ils parleraient clairement à travers des rêves, pas des calculs que personne ne comprend. Concentrez-vous sur les rituels qui apportent des dons. Marcel s'est senti frustré, même en sachant que c'était un passé immuable. La connaissance existait, les bonnes personnes ont vu les signes, mais les structures de pouvoir ne voulaient pas écouter, et l'extraterrestre a confirmé. Troisième schéma, la connaissance qui ne sert pas les intérêts de l'élite est supprimée ou ignorée. Pas une conspiration élaborée, mais simplement gênante. Les observatoires astronomiques ne sont pas rentables. Les temples rentables, oui. Le choix était facile. La vision a avancé de plusieurs années de plus. Tension sociale montant. Marcel a vu la révolte. Une masse de gens affamés envahissant un entrepôt de céréales protégé par des gardes. Combat, effusion de sang. Émeutiers violemment réprimés. Corps laissés sur la place comme avertissement. Et l'extraterrestre a narré l'inégalité extrême engendre finalement la résistance. Mais la résistance désorganisée est facilement écrasée. Et au lieu de se demander pourquoi les gens sont assez désespérés pour risquer la mort en volant de la nourriture, l'élite a augmenté la répression. Plus de garde, plus de punition traitant le symptôme, pas la cause. Et Marcel a vu une scène qui l'a profondément troublé. Yasudra, lors d'une réunion secrète avec un petit groupe de disciples d'environ 20 personnes, parlant sérieusement. Les signes sont clairs pour ceux qui veulent voir. La catastrophe approche. Je ne connais pas la forme exacte, mais l'ampleur sera au-delà de toute inondation que vous ayez vue. Nous devons nous préparer, construire des abris en hauteur, stocker des provisions pendant des années, rassembler des connaissances essentielles, des graines, des animaux. Quand l'eau viendra, nous ne serons pas sur le plan. Et un disciple a demandé, « Et les autres, avons-nous averti toute la ville ?» Et Yasudra, avec une expression triste, a répondu « J'ai essayé pendant 20 ans. Ils me ridiculisent, m'ignorent, m'appellent fou. Je ne peux pas forcer le salut à ceux qui ne veulent pas être sauvés. Je me concentre sur ceux qui écoutent. Un petit groupe qui survit et préserve les connaissances est mieux que tout le monde mourant, parce que la majorité refuse de se préparer. » L'extraterrestre a transmis. Quatrième schéma. Lorsque les avertissements sont systématiquement ignorés, ceux qui comprennent finissent par cesser d'avertir les masses et se concentrent sur la préparation en isolement. Pas par égoïsme, mais par pragmatisme, énergie limitée, temps limité, utilisation des ressources pour sauver ceux qui veulent être sauvés. La vision montrait Yasudra et ses disciples travaillant secrètement pendant des années, construisant une grande structure en bois sur une montagne lointaine, pas dans la forme que Marcel reconnaîtrait comme une arche biblique, mais plutôt une plateforme élevée avec des abris, des entrepôts, des citernes, un projet d'ingénierie impressionnant pour l'époque. Les voisins qui l'ont vu ont demandé « Que construisez-vous » Quand ils ont expliqué « Un refuge du grand déluge qui arrive », les voisins ont ri « Une inondation ici sur la montagne. Vous êtes fous, gaspillage de ressources, et ont continué leur vie normale. » Marcel a vu des décennies passer en vision accélérée, aggravation des signes météorologiques, sécheresse plus longue, tempêtes plus violentes, rivières se comportant de manière erratique, conflits sociaux croissants, prophètes au-delà de Yasudra prêchant dans différentes villes. Certains exécutés pour avoir répandu la panique, d'autres simplement ignorés, et l'élite a continué à construire des palais. Les masses ont continué à vivre au jour le jour, la normalité prévalant jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. L'extraterrestre a mis en pause sa vision, se figeant sur une scène d'une ville prospère mais fondamentalement malade. Rues pleines de gens vivant leur routine tandis que la fondation pourrissait invisiblement. Dernier schéma avant les effondrements. Biais de normalité.
Ça a toujours été comme ça. Ce sera toujours comme ça. Les changements drastiques n'arrivent pas. L'esprit humain préfère supposer la continuité plutôt que de faire face à la possibilité de rupture, même lorsque les preuves de rupture s'accumulent. Marcel, traitant l'ampleur de ce qu'il voyait, a demandé « Et puis, qu'est-il arrivé? Le déluge est-il venu ?» Et l'extraterrestre a répondu gravement « Oui, mais pas comme on l'enseigne, pas comme une punition divine envoyée parce que les dieux étaient en colère contre les péchés humains. C'était un événement naturel cosmique qui se serait produit indépendamment du comportement humain, mais pause significative. La réponse de la société à cet événement a été déterminée par les choix qu'ils ont faits au cours des décennies précédentes, et la différence entre qui a survécu et qui est mort n'était pas la faveur divine. C'était la préparation. Marcel a ressenti la tension monter. « Montrez-moi ce qui s'est passé. » Et l'extraterrestre a relayé. « Préparez-vous. Ce que vous allez voir est catastrophique. Mais plus important que la catastrophe, c'est de comprendre pourquoi elle a été si dévastatrice pour certains, mais pas pour tous. La vue a radicalement changé. Marcel n'était plus suspendu au-dessus de la civilisation, mais dans l'espace, regardant une petite terre bleue en dessous, et l'extraterrestre a narré, il y a 12 800 ans, un objet cosmique s'est approché de votre système solaire. Pas une planète errante ni un vaisseau spatial, mais des fragments d'une comète. Grande, des dizaines de kilomètres de diamètre à l'époque, brisée en plusieurs morceaux par la force gravitationnelle d'un passage rapproché précédent du Soleil. Et Marcel a vu une vision accélérée, la trajectoire des fragments, des traînées lumineuses traversant l'obscurité de l'espace, s'approchant inexorablement de la Terre, pas en ligne droite, mais dans une courbe orbitale précise. Et l'extraterrestre a continué. L'impact était inévitable avec la technologie qu'ils avaient, ni avec la technologie que vous avez aujourd'hui. Un événement cosmique se produisant simplement. L'univers n'a pas d'intention morale. Les comètes ne jugent pas, elles ne font que suivre la physique. La vision s'est approchée de la Terre, se concentrant sur l'hémisphère nord. De vastes glaciers couvrant l'Amérique du Nord et l'Europe. Kilomètres de glace accumulés pendant une ère glaciaire qui se terminait naturellement. Et l'extraterrestre a expliqué, la planète était dans une transition climatique naturelle, émergeant d'une ère glaciaire, un réchauffement progressif qui avait déjà fait fondre la glace lentement pendant des millénaires. Mais ce qui arrive maintenant accélère le processus de manière catastrophique. Et Marcel a vu l'impact. Plusieurs fragments de comètes frappant les glaciers d'Amérique du Nord et d'Europe en succession rapide. Pas d'explosion comme des bombes nucléaires, mais une force cinétique massive. Énergie convertie en chaleur instantanée. Des millions d'années de glace fondant en heures. Et l'extraterrestre a narré techniquement un événement que votre science appelle l'impact du Dryas récent. Des preuves géologiques ont été récemment découvertes par des chercheurs de votre époque. Une couche de sédiments, précisément datée à 12 800 ans, contenant de l'iridium, des nanodiamants, des sphérules magnétiques, des signatures indéniables d'un impact cosmique. La vision montrait les conséquences. L'eau de la fonte des glaciers, des billions de litres se déversant dans les océans en quelques jours et semaines, pas des siècles. Le niveau de la mer montant, pas graduellement, mais dramatiquement. D'abord 10 mètres, puis 20, 50, finalement plus de 100 mètres au cours des décennies suivantes, et les côtes habitées étant englouties. Des villes entières submergées, des populations sentant d'évacuer en masse. Marcel regardait avec horreur, pas de la violence, mais de l'échelle, une civilisation qu'il avait vue prospérer maintenant inondée, des gens fuyant vers des terrains plus élevés, transportant ce qu'ils pouvaient, mais la plupart n'ont pas eu le temps. L'eau venant plus vite qu'ils ne pouvaient courir. Et l'extraterrestre a véhiculé un poids émotionnel. Environ 45 millions des 50 millions sont morts. Pas instantanément, mais sur des mois et des années. Noyade initiale, famine subséquente,
parce que les terres agricoles submergées, effondrement des routes commerciales, maladies proliférant et camps de réfugiés surpeuplés. La vision s'est concentrée sur deux scènes parallèles. D'abord, une ville côtière engloutie, chaos complet. Personne n'était préparé, personne ne savait où aller. Structure de pouvoir effondrée, l'élite essayant de s'échapper dans de petits bateaux mais insuffisants. Masse se battant pour l'espace, mort sans discrimination et l'extraterrestre à narrer. Société collectivement non préparée. Les ressources qui auraient pu construire des abris à l'avance ont été dépensées en luxe d'élite. Les connaissances astronomiques qui auraient pu le prévoir ont été négligées. Les avertissements qui ont été donnés ont été ignorés. Deuxième scène, montagne où Ziusudra avait construit un refuge. L'eau montait mais n'atteignait pas l'altitude où ils étaient. Un groupe d'environ 100 personnes, non seulement les 20 d'origine, mais d'autres qui se sont joints au dernier moment lorsqu'ils ont vu des signes immédiats et tous survivants, pas confortablement mais vivants, les provisions stockées les soutenant, la structure élevée les protégeant, les connaissances préservées à travers eux, et l'extraterrestre a véhiculé un point crucial. Le déluge n'était pas une punition divine. C'était un événement naturel qui se serait produit indépendamment du comportement humain. Mais la différence entre ceux qui ont survécu et ceux qui sont morts a été déterminée par les choix faits au cours des décennies précédentes. Ziusudra n'a pas été choisi par les dieux. Il a choisi de se préparer lorsque d'autres ont choisi de l'ignorer. Il a sacrifié des ressources et du temps à construire des abris que ses voisins ridiculisaient. Et quand l'eau est venue, il a survécu non par miracle, mais par préparation. Marcel a traité cela, toute l'implication le frappant. Donc l'histoire biblique est fausse. Ce n'était pas Dieu détruisant l'humanité pécheresse et sauvant Noé par faveur divine. Et l'extraterrestre a confirmé que l'histoire a été déformée à travers des générations de transmission orale et d'enregistrements ultérieurs transformés en récit moral. Soyez bons, ou Dieu vous détruira. Mais la vérité originale n'est pas une question de moralité divine. Il s'agit de conséquences naturelles. Une société qui ignore les avertissements et ne se prépare pas collectivement souffre lorsque la crise arrive. Et les individus qui choisissent de se préparer malgré le ridicule survivent. La vision s'est déplacée vers des décennies après le déluge. Terre transformée, côtes complètement différentes, civilisation précédente presque entièrement effacée, survivants dispersés. Petits groupes essayant de reconstruire, mais connaissances massivement perdues, écriture primitive oubliée, astronomie avancée perdue, structure sociale complexe effondrée, un retour aux petites tribus et l'extraterrestre a expliqué le redémarrage a pris des millénaires. Les Sumériens ont finalement émergé 4000 ans plus tard. Les Égyptiens, d'autres civilisations, mais la mémoire du déluge a persisté dans la mythologie. Une histoire de grande destruction lorsque le monde ancien s'est terminé, mais des détails déformés. La vraie cause oubliée, transformée en conte moral sur les dieux et les péchés. Marcel a demandé ce qui le dérangeait, mais une société saine aurait-elle préparé? Comment? Il ne pouvait pas arrêter la comète. Et l'extraterrestre a répondu, crucialement, ils ne pouvaient pas arrêter la comète, correct? Mais ils auraient pu atténuer considérablement les conséquences. Des observatoires astronomiques correctement financés auraient détecté l'objet des décennies plus tôt, permettant du temps pour des évacuations planifiées vers des terrains plus élevés. Les ressources que l'élite dépensait en palais auraient pu construire des abris de montagnes massifs. L'infrastructure de transport aurait permis un mouvement efficace de la population. Le stockage de provisions dans des endroits sûrs aurait soutenu les survivants pendant des années. Les connaissances préservées dans des bibliothèques élevées auraient accéléré la reconstruction, et l'extraterrestre a véhiculé une comparaison. Une société saine n'évite pas toutes les catastrophes naturelles, mais elle s'y prépare. Distribue des ressources en pensant au bien collectif, pas seulement à l'enrichissement de l'élite, valorise les connaissances préventives, pas seulement le profit immédiat,
écoute les avertissements des experts, même lorsqu'ils sont gênants. Mais cette civilisation, elle s'est concentrée sur le luxe, sur les guerres entre eux, sur le maintien de systèmes d'exploitation. Et quand la crise est venue, les structures sociales malades se sont complètement effondrées, et la plupart sont morts, non pas parce que la comète était trop puissante, mais parce que la société était trop faible. Marcel a senti un parallèle évident avec le présent. Mais avant qu'il ne puisse le verbaliser, l'extraterrestre a véhiculé « Oui, vous reconnaissez le schéma. Votre civilisation actuelle présente les mêmes symptômes. Inégalité extrême, ressources concentrées, avertissements scientifiques ignorés sur la crise climatique, infrastructures négligées, connaissances dévalorisées si elles ne génèrent pas de profit immédiat. Et quand la prochaine grande crise viendra, ce ne sera probablement pas une comète, mais ce sera quelque chose. Effondrement climatique, une pandémie plus grave, guerre nucléaire, effondrement économique systémique. La forme spécifique n'a pas d'importance. Le principe reste, une société malade ne survit pas à une crise qu'une société saine atténuerait. Marcel, sa voix intérieure tremblante, a demandé « Alors nous sommes condamnés. Allons-nous répéter le cycle ?» Et l'extraterrestre, pour la première fois, a véhiculé quelque chose qui n'était pas une certitude, mais une possibilité. Je ne sais pas. Le libre arbitre est réel. L'avenir n'est pas écrit. La civilisation prédiluvienne a choisi de l'ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Votre civilisation choisit encore quotidiennement. Chaque personne choisissant la coopération ou l'égoïsme, la préparation ou le déni, la responsabilité collective ou l'apathie individuelle. Si suffisamment de personnes choisissent différemment, le schéma pourrait se briser. Je n'ai aucune garantie, mais l'histoire enseigne. Les choix accumulés déterminent le destin collectif. La vision a commencé à se dissoudre, ramenant Marcel à la cabane, le feu dans la cheminée, l'extraterrestre assis sur le canapé, et Marcel, son esprit bombardé d'informations, sentait quelque chose bouger intérieurement, pas un espoir naïf, mais une nouvelle compréhension. Ce n'était pas un destin inévitable, c'était le résultat de choix, et les choix pouvaient changer. Marcel est revenu complètement à la conscience normale. La cabane autour de lui solide à nouveau, feu crépitant, neige tombant silencieusement à l'extérieur. Mais il était différent, fondamentalement altéré non pas par une expérience mystique, mais par une compréhension qui avait réorganisé des décennies de connaissances fragmentées en un schéma cohérent. Et il a regardé l'extraterrestre, assis calmement en l'observant. « Vous avez montré le schéma. Mais j'ai besoin de comprendre le mécanisme, comment les choix individuels s'accumulent en un résultat collectif. » L'extraterrestre a incliné la tête, un geste que Marcel a interprété comme une considération. La société n'est pas une entité séparée des individus qui la composent, c'est la somme accumulée des choix quotidiens de millions. Chaque personne choisissant des milliers de fois par jour. Petits choix qui semblent insignifiants en isolement mais multipliés par millions deviennent directions civilisationnelles. Et l'extraterrestre a véhiculé une brève vision, non pas du passé, mais du présent. Une scène commune. Une personne dans un supermarché choisissant un produit. Option A. Moins cher, produit par une entreprise connue pour l'exploitation du travail et les dommages environnementaux. Option B. Plus cher, produit éthiquement, mais impactant le budget familial. La plupart choisissent A, non par méchanceté, mais en raison de la pression économique ou de la commodité, un choix individuel justifiable, mais multiplié par des millions de consommateurs quotidiennement. L'entreprise exploitante prospère, l'entreprise éthique échoue, et le système se perpétue. Marcel a vu la vérité dans cela. Donc ce n'est pas une faute individuelle, mais un résultat systémique de choix collectifs, et l'extraterrestre a confirmé. Exactement. Et le système se rétroalimente. L'inégalité économique force les gens à choisir l'option bon marché,
Le choix bon marché enrichit l'élite exploitante. L'élite utilise la richesse pour maintenir un système qui crée l'inégalité, un cycle auto-renforçant, mais pause significative. Ce n'est pas inévitable. Il est maintenu par des choix continus. Si suffisamment de personnes choisissent différemment, même avec un sacrifice personnel, le cycle se brise. Et Marcel, esprit analytique au travail, a demandé « Mais cela nécessite une coordination massive, une majorité choisissant simultanément. Comment la civilisation y parvient-elle » Et l'extraterrestre a répondu « Cela ne nécessite pas de simultanéité parfaite. Cela nécessite une masse critique, environ 10 à 15% de la population choisissant consciemment, différemment, crée suffisamment de pression pour changer les systèmes. L'histoire le montre à plusieurs reprises. Mouvements sociaux, l'abolition de l'esclavage, les droits civiques ont commencé avec des minorités persistantes qui ont choisi différemment malgré un coût personnel. Marcel a réfléchi à sa propre vie. Le livre qu'il a publié, avertissant de l'effondrement, ridiculisé, ignoré. Il a abandonné après 2 ans d'essai. Donc, j'aurais dû persister même sans public. Et l'extraterrestre a véhiculé de la gentillesse. Je ne juge pas vos choix. L'épuisement est réel. Les ressources sont limitées. Mais comprenez qu'abandonner, parce que la plupart n'écoutent pas, garantit que rien ne change. Persister même sans validation immédiate. Planter des graines qui germent lorsque les conditions sont bonnes. Ziusudra a prêché 20 ans avant que l'eau ne vienne. La plupart ont ignoré, mais 20 personnes ont écouté. 20 sont devenus 100 finalement, assez pour préserver les connaissances à travers l'effondrement. Et Marcel a senti quelque chose s'effondrer à l'intérieur. Pas de la culpabilité, mais la résignation qu'il avait portée pendant 2 ans. La conviction que l'humanité était condamnée parce qu'elle n'écoutait pas. Mais et si le problème n'était pas l'humanité abstraite, mais des individus concrets, choisissant quotidiennement, et l'extraterrestre véhiculé comme s'il lisait les pensées? L'humanité n'est pas une entité monolithique condamnée ou sauvée collectivement. C'est des milliards d'individus, chacun choisissant. Certains choisissent bien, certains choisissent mal, la plupart choisissent un mélange, et la direction civilisationnelle est le résultat de la moyenne de ces choix au fil du temps. L'extraterrestre a montré un aperçu rapide, un montage de choix contemporains, une personne choisissant de recycler malgré l'inconvénient, un dirigeant choisissant de réduire les profits pour payer les employés équitablement. Un politicien choisissant de voter contre les intérêts des donateurs par principe. Un enseignant choisissant de travailler dans une école publique pauvre au lieu d'une école privée riche. Un médecin choisissant une clinique dans une favela au lieu d'un cabinet dans un quartier huppé. Les choix se produisent constamment, non rapportés, non célébrés, mais s'accumulant. Et les choix opposés aussi. Un dirigeant choisissant de maximiser les profits en licenciant des milliers. Un politicien votant pour des pots de vin. Un consommateur choisissant un produit moins cher, ignorant l'exploitation qui s'accumule également. Marcel a posé la question cruciale. Et pour le moment, quelle direction gagne? Et l'extraterrestre a répondu honnêtement. Dans votre civilisation actuelle, les choix destructeurs dominent encore marginalement. L'inégalité augmente. Les ressources planétaires sont exploitées de manière non durable. La polarisation sociale augmente. Mais Marcel a entendu un espoir prudent dans la transmission télépathique. La marge se rétrécit. Plus de personnes font des choix consciemment bons qu'il y a une décennie. Les mouvements environnementaux sont. La sensibilisation croissante à l'exploitation du travail augmente. La remise en question des systèmes corrompus prolifère. Toujours une minorité, mais une minorité croissante. Et Marcel, un historien traitant les données, a demandé « Alors, nous sommes à un point de basculement, un moment où les choses pourraient aller dans un sens ou dans l'autre. » Et l'extraterrestre a confirmé. Précisément, les 2 à 3 prochaines décennies détermineront la trajectoire pour les siècles à venir. Si une masse critique de choix conscients est atteinte, une transition vers un système plus équilibré est possible, pas utopique, mais fonctionnel. Sinon, un effondrement de style prédiluvien est probable,
pas une complication cette fois, mais une combinaison de crises climatiques, guerre pour les ressources et effondrement économique systémique. Marcel a ressenti le poids de cela, mais pas la paralysie qu'il avait ressentie auparavant. Et mon rôle, revenant à ce que nous faisons individuellement et l'extraterrestre, a véhiculé la clarté. Vous étudiez les schémas, vous les identifiez correctement, mais vous les avez enseignés comme un destin inévitable. Rome est tombée, les Mayas se sont effondrés, nous allons nous effondrer. Un récit déterministe qui désempuisonne. Mais maintenant, vous comprenez, ils se sont effondrés parce qu'ils ont collectivement mal choisi sur des générations, non pas parce que c'était inévitable. Alors enseignez différemment. Ils ont choisi l'effondrement par des choix accumulés. Nous pouvons choisir différemment. Marcel a traité un changement subtil mais fondamental de perspective. Nous ne sommes pas condamnés, mais nous choisissons la responsabilité active, pas passive, pas la résignation. Mais cela place-t-il un énorme poids sur chaque personne? Chaque choix compte-t-il? Un extraterrestre a répondu oui et non. Un choix individuel isolé a un impact microscopique. Mais un choix individuel répété quotidiennement sur des années, multiplié par des milliers de personnes, choisissant de la même manière, a un impact civilisationnel. Alors oui, cela compte pas dramatiquement, mais cumulativement. Et l'extraterrestre a donné un exemple. Une personne choisissant d'utiliser les transports en commun au lieu d'une voiture privée. L'impact environnemental de ce seul choix insignifiant. Mais une personne faisant ce choix quotidiennement pendant une décennie. Mesurable. Des milliers le faisant. Transformation, les infrastructures de transport public s'améliorent, car la demande justifie l'investissement. Les émissions sont sensiblement réduites. Le modèle urbain change. Les choix individuels accumulés créent un changement systémique. Marcel a vu une application dans son propre domaine. Donc lorsque j'enseigne l'histoire, chaque étudiant qui comprend les schémas et choisit d'agir différemment contribue à la masse critique et l'extraterrestre a hoché énergiquement la tête. Exactement. Vous ne sauvez pas la civilisation à travers une seule conférence, mais à travers des décennies d'enseignement, de centaines qui enseignent à des milliers, la connaissance proliférant, la conscience s'élargissant, atteignant finalement suffisamment de nombre pour influencer la direction collective. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas dramatique, c'est progressif, mais c'est ainsi que le vrai changement se produit. Marcel s'est levé, marchant vers la fenêtre, regardant la neige tomber, la nuit encore sombre, mais avec l'aube se profilant à l'horizon et a demandé « La civilisation prédiluvienne avait des gens comme Ziusudra nous avertissant. La nôtre a des climatologues, des économistes avertissant de l'inégalité, des sociologues sur la polarisation. Alors pourquoi n'écoutons-nous pas ?» Et l'extraterrestre a répondu « Certains écoutent, une minorité croissante, mais la majorité ne le fait pas. » Parce qu'écouter nécessite un changement. Le changement est inconfortable. Il est plus facile de continuer les schémas connus, même en sachant qu'ils sont destructeurs. Et l'élite qui profite du statu quo supprime activement les avertissements. Pas une seule conspiration, mais les intérêts convergents de plusieurs acteurs qui bénéficient du système actuel. Et Marcel a reconnu sa propre expérience. Mon livre a été ignoré, non pas parce que l'information était fausse, mais parce qu'elle était gênante, et l'extraterrestre a confirmé. Et parce que vous l'avez présenté comme un destin inévitable, le désespoir ne mobilise pas. Il paralyse. Mais si vous le présentez comme un choix collectif évitable par l'action individuelle accumulée, certains l'ignoreront toujours, mais certains agiront et certains suffisent pour commencer le changement. Marcel s'est tourné pour faire face à l'extraterrestre. Êtes-vous venu ici juste pour observer ou pour intervenir? Et l'extraterrestre a véhiculé l'honnêteté. Nous sommes venus pour observer, mais le vaisseau a échoué. Vous m'avez sauvé. La loi universelle de la réciprocité exige que je rende l'appareil. Alors j'ai montré ce que j'ai montré. Non pas parce que je suis un sauveur, mais parce que vous êtes un pont.
la connaissance que vous recevez peut atteindre d'autres à travers vous. Pas une garantie de résultat, mais une augmentation de probabilité. Et ma race valorise les probabilités accrues d'espèces évoluant au lieu de s'effondrer. Marcel a absorbé cela. Et d'autres personnes, d'autres dans le monde recevant des informations similaires. Et l'extraterrestre a confirmé, oui, non seulement de ma race, mais de plusieurs races. Pas d'interférence directe, mais offrant une perspective aux individus prêts. Rêve, intuition, rencontre fortuite. La connaissance étant plantée là où elle peut germer. Pas assez pour garantir une transition réussie, mais assez pour la rendre possible. Marcel a ressenti un sens de responsabilité, mais pas un poids écrasant. Une responsabilité avec possibilité, pas avec garantie. Donc, je ne suis pas un sauveur, je suis un jardinier plantant des graines. Et l'extraterrestre a véhiculé son approbation. Métaphore parfaite. Un jardinier ne contrôle pas si une graine germe, il crée des conditions favorables. Plante et en prend soin. Mais la germination dépend de la graine et des conditions environnementales. Vous plantez la connaissance, vous en prenez soin par l'enseignement persistant. Mais que cela germe en changement civilisationnel dépend de millions de choix au-delà de votre contrôle. Et Marcel, pour la première fois en 2 ans, a ressenti quelque chose qu'il pensait avoir perdu de façon permanente. Pas un espoir naïf que tout irait bien, mais une possibilité réelle que les choses puissent s'améliorer si les bons choix étaient faits. Et cette possibilité, soutenue par la compréhension, pas la foi aveugle, suffisait pour recommencer. L'aube s'est levée pendant qu'il parlait. Lumière faible filtrant à travers la fenêtre. La neige s'était arrêtée et l'extraterrestre s'est levé du canapé, son mouvement fluide complètement récupéré. Blessure guérie. Le vaisseau peut être réparé à distance via des systèmes automatisés. Le départ est maintenant possible. Et Marcel a ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de soulagement, mais de réticence. Déjà, il y a tellement plus que je pourrais apprendre. L'extraterrestre a véhiculé la compréhension. La connaissance complète ne peut pas tenir dans l'esprit humain en une seule nuit. Je vous ai montré l'essentiel. La graine a été plantée. La croissance continue maintenant à travers vous. Et pause. Vous pouvez accéder à plus à travers les rêves si vous vous concentrez avant de dormir. Une fréquence de connexion a été établie. Pas de conversation directe, mais des idées, des images, des compréhensions émergeant lorsque vous questionnez profondément. Marcel a hoché la tête. Donc, ce n'est pas un adieu permanent, c'est un changement de format. Et l'extraterrestre a confirmé. Correct. Et maintenant, je vais observer à distance comment vous appliquez ce que vous avez appris. Sans interférer, mais intéressé. Votre espèce est à un moment fascinant. Elle pourrait évoluer de façon spectaculaire ou s'effondrer complètement. Je ne sais pas lequel, mais participer à l'observation de ce moment critique est un privilège. L'extraterrestre a marché vers la porte, Marcel suivant, et dehors, la lumière du matin révélait un champ couvert de neige, et au loin, le petit vaisseau était toujours là, où Marcel l'avait trouvé sur la route. Mais maintenant, il ne fumait pas. Ces lumières clignotant de manière organisée, pas erratique, ces systèmes se réparant eux-mêmes, et l'extraterrestre s'est retourné. Finalement, Marcel Dubois, historien qui étudie la mort mais comprend maintenant la vie des civilisations, planter des graines sagement, certaines germeront, certaines non, mais la tentative est ce qui compte. Et avec cela, l'extraterrestre a commencé à marcher à travers la neige vers le vaisseau, et Marcel se tenait sur le balcon, regardant jusqu'à ce que la forme gris bleuâtre disparaisse à l'intérieur du vaisseau. Et quelques instants plus tard, l'objet s'est élevé verticalement, silencieusement, accéléré rapidement, et a disparu dans le ciel dégagé, laissant Marcel seul avec la connaissance qui changerait le reste de sa vie. Les semaines suivantes ont été une période d'intégration profonde. Marcel n'est pas immédiatement retourné à l'écriture ou à la conférence. Il devait d'abord traiter complètement et réorganiser sa compréhension.
Il a passé des jours à revoir les notes de 25 ans de recherche sur les effondrements civilisationnels, mais maintenant avec une nouvelle lentille. Non pas pourquoi ils sont inévitablement tombés, mais quels choix accumulés ont causé ces chutes. Et les schémas que je voyais autrefois comme une preuve de destin inéluctable apparaissaient maintenant comme le résultat de choix évitables. Rome n'est pas tombée parce que les empires tombent toujours. Elle est tombée parce que l'élite a choisi l'exploitation extrême, tandis que les barbares à la frontière s'organisaient, parce que les citoyens ont choisi le pain et les jeux au lieu de la participation politique. Parce que les dirigeants ont choisi la gloire militaire au lieu de l'entretien des infrastructures, des choix, des millions d'entre eux accumulés sur des générations. Les Mayas n'ont pas disparu en raison d'un mystère surnaturel. Ils ont disparu parce que la déforestation choisie pour la commodité a causé l'érosion qui a détruit l'agriculture, parce que les guerres constantes entre cités-États ont épuisé les ressources qui auraient pu construire des systèmes d'irrigation pour survivre aux sécheresses, parce que l'élite a choisi de construire des pyramides monumentales, tandis que la population commune mourait de faim. Des choix documentés dans les archives que Marcel avait étudiés pendant des années, mais interprétés différemment. Et 1 mois après la rencontre avec l'extraterrestre, Marcel a recommencé à écrire. Pas un livre apocalyptique sur la fin inévitable, mais une analyse de la façon dont les civilisations construisent leurs propres effondrements par des choix accumulés et comment elles peuvent choisir différemment, ne garantissant pas le succès, mais augmentant considérablement la probabilité. Un changement subtil dans le langage, mais un changement fondamental de perspective. Il a testé de nouvelles idées dans un court article en ligne. L'effondrement civilisationnel n'est pas le destin. C'est un résultat publié sur un blog d'histoire obscure qu'il maintenait. Il s'attendait peut-être à 50 lectures, comme les articles précédents avaient reçu. Mais quelque chose de différent s'est produit. L'article a été partagé, commenté, avait 5000 vues en 1 semaine, 50 000 en 1 mois, et les emails ont commencé à arriver. Un enseignant de lycée à Toulouse a dit « Votre article a changé la façon dont j'enseigne l'histoire romaine aux élèves. Maintenant, je me concentre sur les choix que les Romains ont faits, pas sur la date de leur chute. Les élèves s'engagent beaucoup plus quand ils comprennent que l'histoire est le résultat de choix humains, pas de forces inévitables. » Un étudiant universitaire au Québec, j'ai toujours ressenti du désespoir en étudiant les effondrements parce qu'il semblait que nous sommes condamnés à les répéter. Mais votre perspective sur les choix accumulés m'a donné un espoir actif. Pas un espoir passif que tout ira bien, mais un espoir que je peux contribuer par mes choix quotidiens. Un économiste retraité en Suisse, j'ai travaillé pendant des décennies à modéliser les systèmes économiques. Mes observations sur les choix individuels, s'accumulant en résultats systémiques, sont mathématiquement exactes. De petits changements dans le comportement de 10 à 15% de la population peuvent causer des changements dramatiques dans les équilibres systémiques. Ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est la mécanique des systèmes complexes. Et Marcel, lisant les emails, a reconnu que l'extraterrestre avait raison. Il n'a pas sauvé la civilisation à travers un seul article, mais a planté des graines dans des centaines d'esprits, et certains de ces esprits les planteraient dans d'autres. Une prolifération pas dramatique, mais réelle. Et 3 mois après la rencontre, une invitation inattendue est arrivée. Une université à Nantes voulait qu'il donne une série de conférences sur l'agence humaine dans les effondrements historiques. Pas un grand auditorium, mais 50 étudiants intéressés. Et Marcel a accepté. Lors de sa première conférence, Marcel, nerveux mais préparé, a commencé différemment des conférences précédentes, pas avec un catalogue de civilisations mortes, mais avec la question « Combien d'entre vous sentent que notre société se dirige vers l'effondrement ?» 43 mains sur 50 se sont levées. Combien sentent qu'il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet? 40 mains sont restées levées et Marcel a souri.
C'était ma conviction jusqu'à il y a 3 mois. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi j'avais tort, non pas à travers un optimisme vide, mais à travers l'analyse de la façon dont les effondrements se produisent réellement. Et il a enseigné pendant des heures, non pas sur les dates et les noms, mais sur les mécanismes, tels que comment l'inégalité extrême à Rome était le résultat de choix législatifs spécifiques faits par l'élite favorisant les grandes propriétés sur les petites exploitations. Comment les choses auraient pu être différentes si des choix différents avaient été faits. Comment les Mayas auraient pu survivre aux sécheresses s'ils avaient choisi d'investir dans l'irrigation au lieu de la guerre. Cela n'aurait pas été facile, mais c'était possible. Et à la fin, l'étudiant a inévitablement demandé « Mais que pouvons-nous faire individuellement? Nous sommes juste des étudiants. » Et Marcel, rappelant une conversation avec un extraterrestre, a répondu « Vous faites des milliers de choix quotidiennement. Où vous dépensez votre argent? Quelle information vous partagez? Comment vous traitez les gens? Si vous participez politiquement ou restez apathique. Chaque choix individuellement a un impact microscopique. Mais vous, 50 faisant consciemment de meilleurs choix par décennie et enseignant aux autres à faire de même, devenez partie d'une masse critique qui change la direction systémique. Vous n'êtes pas des sauveurs, vos participants, et la participation accumulée est ce qui détermine le résultat. Les étudiants ne sont pas partis euphoriques, comme s'ils avaient reçu une solution magique, mais ils sont partis différents. Marcel a vu dans leur visage non pas le désespoir ou le déni, mais quelque chose entre les deux, une responsabilité possible. Et cela, Marcel a reconnu, était exactement ce que l'extraterrestre avait essayé de planter en lui, et il plantait maintenant dans d'autres. Des mois sont passés. Marcel n'est pas devenu célèbre, il n'est pas devenu une célébrité académique, mais son influence s'est progressivement développée. Plus d'articles, plus de conférences, invitations à de petits podcasts. Et chaque fois qu'il plantait la même graine, l'effondrement n'est pas inévitable. C'est le résultat de choix accumulés. Et les choix peuvent changer. Et il ne savait pas combien de graines germeraient, mais un extraterrestre avait dit qu'un jardinier ne contrôle pas la germination, plante seulement et prend soin, et Marcel accepterait ce rôle 2 ans après cette nuit impossible. Le docteur Marcel Dubois était à une conférence sur la durabilité urbaine, non pas comme conférencier principal, mais comme panéliste sur les leçons historiques pour la crise contemporaine. Et lorsque le modérateur a demandé Dr Dubois, vous avez étudié les effondrements pendant des décennies. Sommes-nous la prochaine Rome? Toute la salle est restée silencieuse, s'attendant à la réponse fataliste pour laquelle Marcel était connu. Mais Marcel a légèrement souri. Nous sommes la prochaine Rome seulement si nous choisissons de l'être. Rome n'est pas tombée parce que les empires tombent toujours. Elle est tombée parce que des générations de Romains ont choisi l'exploitation plutôt que l'équité, le conflit plutôt que la coopération, le luxe de l'élite plutôt que les infrastructures publiques. Ils n'étaient pas des monstres. C'étaient des humains, prenant des décisions qui semblaient raisonnables individuellement, mais accumulées au fil des siècles, ont construit l'effondrement. Et nous faisons des choix similaires quotidiennement. Mais il s'est arrêté, regardant le public. Les choix peuvent changer, et quand ils changent en nombre suffisant, la trajectoire change. Ce n'est pas une garantie, c'est une possibilité. Et après le panel, un jeune homme d'une 20aine d'années s'est approché. « Docteur Dubois, j'ai étudié votre ancien livre sur les effondrements inévitables à l'université. Cela m'a laissé désespéré pendant des mois. Mais suivre votre travail récent, des articles sur les choix collectifs, a tout changé. Je suis passé du désespoir paralysant à l'action réalisable. Merci de continuer même quand personne n'écoutait au début. » Marcel a ressenti une profonde gratitude, non pas pour les éloges, mais pour la confirmation que les graines plantées ont effectivement germé. Pas chez tout le monde, mais chez certains et quelques-uns suffisaient pour proliférer.
Si vous écoutez depuis la France ou ailleurs dans le monde francophone, dites-nous d'où vous nous écoutez dans les commentaires. Nous serions ravis de savoir où notre message résonne et de créer une communauté de personnes qui croient que le changement est possible. Et maintenant, alors que je vous raconte cette histoire, je veux que vous compreniez quelque chose qu'il a fallu à Marcel 52 ans et une rencontre extraterrestre pour comprendre. Vous n'êtes pas un spectateur. Le plus grand mensonge que nous nous racontons. Je ne suis qu'une seule personne. Que puis-je faire? Une réponse honnête prise en isolement. Presque rien. Mais vous n'êtes pas isolé. Il est sur le terrain avec 8 milliards de joueurs, chaque personne faisant des milliers de choix chaque jour. Le résultat du jeu n'est pas déterminé par les joueurs individuels. Il est déterminé par les schémas émergents de choix accumulés. La civilisation prédiluvienne avait Ziusudra les avertissant. Il y avait des observateurs astronomiques voyant des signes. Il y avait des gens qui savaient que le système était brisé. Mais la majorité a choisi. Ce n'est pas mon problème. Et ce choix multiplié par des millions. Il a construit une société non préparée qui est morte quand la crise est venue. Non pas parce qu'une crise était inévitable, mais parce que la préparation était évitable. Différence entre destin et choix. La comète était inévitable. L'univers ne négocie pas. La physique se produit. Mais une société préparée aurait évacué, des abris ont été construits, connaissances préservées, sauvées des millions. La différence entre 45 millions de morts et peut-être 5 millions de morts. C'étaient des choix faits au cours des décennies précédentes. Où dépenser des ressources, ce qu'il faut valoriser à quiconque écoute, pas la destination. Choix. Et aujourd'hui, le changement climatique n'est pas entièrement évitable. La physique déjà en mouvement. Mais une société préparée atténuerait considérablement cela. Infrastructures résilientes, ressources distribuées équitablement, connaissances scientifiques valorisées, coopération internationale fonctionnelle, différence entre l'effondrement catastrophique. C'est une transition difficile, mais gérable. Ce sont des choix que nous faisons maintenant, collectivement, quotidiennement. Vous faites partie de la masse critique. Vous n'avez pas à sauver le monde seul. Personne ne peut. Mais il doit faire partie de la masse critique de 10 à 15% qui change les systèmes, comme pas dramatiquement, mais de manière persistante. Choisir la coopération quand l'égoïsme est plus facile. Choisir d'être informé quand l'ignorance est plus confortable. Choisir d'agir quand l'apathie est plus pratique. Choisir d'investir dans les collectifs quand l'accumulation de richesses est plus tentante. Pas seulement une fois, mais des milliers de fois pendant des décennies. Et enseigner aux autres à choisir de la même manière, non pas en prêchant, mais en démontrant. Parce que la véritable transformation ne vient pas de la conversion. Elle provient de la contagion comportementale. Une personne voyant une autre personne faire un choix différent et reconnaissant « je peux aussi ». Il ne s'agit pas d'optimisme. Marcel n'était pas optimiste, il était possibiliste. Il ne croit pas que tout ira bien. Il croit que les choses peuvent s'améliorer si les bons choix sont faits et cette différence est tout. L'optimisme est passif. L'univers le résoudra. Le possibilisme est actif. Le résultat dépend de nous. Vous n'avez pas besoin d'espoir garanti. Vous avez besoin de possibilités réelles, et la possibilité est réelle, non pas parce qu'un extraterrestre l'a dit, mais parce que l'histoire le montre. Les sociétés changent lorsque suffisamment de personnes choisissent de changer. Abolition, droits civiques, sensibilisation environnementale croissante. Ils ont commencé avec des minorités persistantes. Ils ont grandi jusqu'à une masse critique. Les systèmes ont changé, pas rapidement, pas facilement, mais vraiment, et cela pourrait se reproduire si nous choisissons. Si cette histoire a éveillé quelque chose de dormant en vous, si vous avez reconnu que vous possédez plus de pouvoir qu'on vous a appris à croire, si vous êtes prêt à arrêter de demander « que puis-je faire » et commencer à faire ce que vous savez déjà comment faire. Le livre « Se reconnecter avec votre essence divine ». C'est pour ceux qui sont prêts à regarder vers l'intérieur au lieu de chercher à l'extérieur.
Découvrir que toutes les réponses, tout le pouvoir, toute la sagesse résident déjà en vous, attendant d'être accessibles. Se reconnecter à l'essence divine oubliée, un noyau éternel, au-delà des identités temporaires, des traumatismes et du conditionnement qui obscurcissent qui vous êtes vraiment. Percez le voile de l'illusion qui vous sépare de votre vérité, dissolvant les couches de programmation qui vous ont fait oublier votre nature divine. Établissez une connexion directe avec le Créateur, non pas par des intermédiaires ou des dogmes externes, mais par la divinité qui a toujours existé à l'intérieur. Dissoudre les croyances limitantes, profondément enracinées, qui vous maintiennent petit, dépendant, déconnecté de votre potentiel intérieur illimité. Lien disponible dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, nous partageons des histoires qui transforment des vies. Laissez un commentaire. Sentez-vous que vos choix quotidiens comptent collectivement? Cette histoire a-t-elle changé votre perspective sur l'inévitabilité de l'effondrement? Êtes-vous prêt à faire partie de la masse critique qui choisit différemment? Nous aimerions vraiment connaître vos réflexions, vos doutes, vos espoirs. Partagez avec nous dans les commentaires ci-dessous. Créons ensemble une communauté de personnes qui croient au pouvoir du choix collectif. Chaque commentaire, chaque partage, chaque conversation que cette histoire inspire fait partie de la graine qui germe. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage vers la compréhension et l'action. Si vous voulez soutenir cette chaîne, devenez membre ou laissez votre contribution dans les commentaires avec un badge de remerciement. Chaque soutien nous permet de continuer à planter des graines de possibilités. Certains d'entre vous ressentent l'appel et en demandent plus. Ce n'est pas de la curiosité intellectuelle, c'est une urgence de l'âme. Quelque chose s'est réveillé qui ne se rendormira pas. Un éveil qui a commencé mais a besoin de conseils pour s'épanouir pleinement. Si cet appel est indéniable, si vous sentez que le moment est venu de traverser avec du soutien, vous pouvez planifier une consultation privée avec l'un de nos thérapeutes spirituels via l'adresse e-mail dans la description. Des professionnels formés pour faciliter votre éveil unique. Chaque voyage est différent. Chaque âme a son propre timing. L'âme sait quand le moment est venu. Si vous ressentez l'appel, contactez-nous. Rappelez-vous, vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose dans cette histoire était destiné à vous, spécifiquement à vous. Peut-être la confirmation qu'il cherchait, peut-être l'appel qu'il a finalement entendu, ou peut-être que c'est juste la graine plantée aujourd'hui qui germera demain. Peu importe ce qui s'est passé. Ce qui compte, c'est que vous êtes arrivé jusqu'ici. Et c'est tout. Merci d'être ici, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, merci de croire encore que le changement est possible. Votre présence ici prouve que l'espoir existe, que la conscience s'éveille, que nous sommes de plus en plus nombreux à choisir différemment. Gardez cette flamme d'espoir vivante, nourrissez-la par vos choix quotidiens, et rappelez-vous que chaque petit geste compte dans la grande transformation que nous construisons ensemble. Jusqu'à la prochaine histoire, continuez à choisir la lumière, continuez à croire en la possibilité, et n'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de contribuer à un avenir meilleur pour tous.